Elle l'emporte sur tous les monarques, elle fait du XVIIIe siècle un siècle d'or. Si l'Europe et l'Asie avaient le sens commun, Catherine II régnerait sur le monde entier. Cet hommage extraordinaire est signé de Voltaire en personne. Voltaire qui a entretenu une longue correspondance avec l'impératrice. Elle l'a plusieurs fois conviée à Saint-Pétersbourg d'ailleurs, mais l'ermite de Ferney a décliné l'invitation. Il faut dire qu'il était déjà malade et âgé et qu'il craignait sans doute de la décevoir en se montrant en chair et en os. Il avait eu aussi, disons-le, une expérience malheureuse avec l'autre grand despote du temps, le roi de Prusse, Frédéric II, qui l'avait convié à Potsdam, et vous savez que ça s'était pas bien passé du tout. Toujours est-il que Catherine ne rencontra jamais le grand penseur auquel elle vouait tant d'admiration. Après sa mort, par l'intermédiaire du baron Grimm, elle va négocier avec Madame Denis, la nièce de Voltaire, l'achat de toute la bibliothèque du maître à Ferney, une collection magnifique dont certains volumes étaient forcément annotés de la main de Voltaire et qui comprenaient des manuscrits inédits. Cette bibliothèque, figurez-vous qu'elle va être empaquetée, mise dans des caisses, transportée à travers toute l'Europe jusqu'en Russie, jusqu'au bord de la Neva, et elle sera reconstituée à l'identique par Vanière, qui était le secrétaire même de Voltaire. Elle sera reconstituée dans une salle au premier étage de l'Ermitage de Catherine, donc à Saint-Pétersbourg. Sémiramis du Nord, délices des peuples, éblouissement de l'univers, n'en jetez plus, tels furent les titres excessifs et dithyrambiques dont on affubla Catherine, moins en Russie du reste qu'en Europe occidentale, où l'ami d'Alembert et Diderot était considéré en quelque sorte comme un modèle de souverain. Faut-il préciser que les philosophes occidentaux, et français notamment, s'aveuglaient beaucoup, comme leurs descendants à la belle époque s'aveugleront au sujet d'Alexandre III par exemple, ou comme les intellectuels de l'entre-deux-guerres s'aveugleront, pour certains du moins, au sujet de Staline. C'est comme ça, il y a pour l'écrivain parisien une sorte de tropisme qui consiste à aller chercher à l'est, dans les confins du soleil levant, des modèles d'hommes ou de femmes providentiels. Catherine en a été une, et même sans doute la principale. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été aussi sage, aussi juste, aussi avisée que l'ont cru ses nobles contemporains? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose d'examiner à présent. Nous allons tenter de comprendre son coup d'État et sa prise de pouvoir, sa politique intérieure, notamment économique, qui est assez extraordinaire, le rôle de ses amants ministres, bien sûr, j'ai déjà cité Orloff et Potiomkin, la place de tous ses autres amants, sa politique étrangère, ses guerres, son bilan politique, bref, nous allons essayer de comprendre ce qui a fait le rayonnement de cette femme hors du commun. Vous savez qu'à sa mort, le prince de Ligne devait écrire Catherine le Grand. Et il dit entre parenthèses, j'espère que l'Europe confirmera ce nom que je lui ai trouvé. Catherine le Grand n'est plus. Ces mots sont affreux à prononcer. L'astre le plus brillant qui éclaira notre hémisphère vient de s'éteindre. Eh bien, je lance un défi à nos deux invités, nous donner à tous dans l'heure qui vient l'envie de souscrire à cet hommage. De la symphonie numéro 8 en sol majeur composée par Antonin Dvorak. À tout de suite sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et pour parler de Catherine II de Russie, nous sommes accompagnés sur Europe 1 de Masha Merrill, qu'on ne présente plus évidemment, et Vladimir Fedorovski, diplomate lors des grands bouleversements à l'Est, écrivain russe le plus édité en France. Je rappelle que son dernier livre, Le roman des tsars, 400 ans de la dynastie Romanov, sort aujourd'hui même aux éditions du Rocher. Et oui, parce que ça fait effectivement 4 siècles que Michel Romanov, le tout premier, est monté sur le trône. Le 3e centenaire avait fait l'objet en 1913 d'une débauche de célébration. On peut dire que le 4e centenaire a une autre connotation, une autre couleur. On y viendra tout à l'heure. Bonjour à vous deux. Alors Macha, on ne peut pas tout dire, tout révéler tout de suite à nos auditeurs, mais il faut dire que depuis quelque temps, nous parlons beaucoup tous les deux de Catherine de Russie. Donc je caresse le désir et le rêve d'interpréter un jour Catherine II. Parce que Catherine II, ce sera. Ah, merci Vladimir. Macha, les gens savent, bien évidemment les Français savent, vient d'une famille
qui est vraiment plus noble que le Romanov. Oui, les gens ne savent pas. 9e Princesse, la grande princesse. Oui, il ne faut pas oublier mais c'est pas pour cette raison. réincarnation de Catherine. Moi, ce que j'aime chez Catherine, c'est qu'elle incarne d'une façon superlative la femme du XVIIIe siècle. Et oui, vraiment. Et quand même, c'est une sorte de pause, d'exception dans l'histoire de l'humanité, ce XVIIIe siècle des Lumières, qui a été vécu par les femmes, des femmes de lettres, des femmes qui avaient des salons à Paris comme ailleurs. Nous, on avait Madame du Défend, Madame de Pompadour, enfin dans des genres très différents. Et qui ont été des intellectuels, des femmes libres, des femmes qui ont géré l'existence d'une façon tout à fait originale. Alors, moi, j'aime pas beaucoup qu'on dise qu'elle était croqueuse d'hommes. Elle avait une bonne santé, disons, sur ce plan-là. Mais c'est surtout qu'elle a géré sa sexualité comme un ministère, c'est-à-dire comme une affaire d'État. Et en cela, elle était une femme des Lumières, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'il fallait raisonner tous les domaines, y compris ceux de sa vie personnelle, qui, il faut bien dire, étant impératrice, était un problème. C'était la fable du prince charmant. Elle se méfiait de tous les hommes qui s'approchaient d'elle parce qu'elle pensait qu'ils en voulaient à sa puissance, à ses privilèges, etc. Et elle, pas du tout. Au fond, elle voulait tout simplement avoir une vie pleine, épanouie, et elle savait qu'il fallait qu'elle ait un homme dans son lit. Alors ça, c'est quand même génial. Parce Catherine que c'est II était de toute évidence une maîtresse insatiable. Cependant, il ne s'agissait pas là du tout de nymphomanie, comme on l'a bien trop souvent laissé entendre, écrit Vladimir, mais de la reconnaissance d'un besoin émotionnel. Elle était simultanément prude et débauchée, fixant des règles à son dévergondage, pas plus d'un amant à la fois. Les familiers qui se permettaient devant elle des propos un tant soit peu grivois étaient aussitôt mis à l'amende. Alors, on va venir évidemment plus longuement tout à l'heure sur toutes les amours de Catherine, et Dieu sait qu'il y en a eu quand même un certain nombre, les grands personnages et puis aussi les plus petits. Elle a beaucoup aimé le prince Potiomkin, c'est le grand homme de sa vie. On y viendra tout à l'heure. Potiomkin, nous, je peux pas dire comme Potemkin, Valodien. Nous, les Russes, on peut pas dire Potemkin, excusez-nous, c'est Potiomkin. C'est comme Gorbatchev. Avant de venir à Orlov et à Potemkin, vous voyez un peu l'incroyable enthousiasme de mes invités, j'aimerais qu'on en vienne peut-être à ce qui a fait de Catherine une tsarine, parce que au départ, elle n'est jamais qu'une petite princesse allemande qu'on a été choisir pour épouse un grand duc. C'est la impossible. fille de Pierre le Grand qui l'a choisie. Oui, c'est ça. Bien sûr. Il faut dire, tout d'abord quand même, je voudrais être complètement d'accord avec vous, pas du tout croqueuse d'hommes, pas du tout mangeuse d'hommes, s'il vous plaît. Il a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. Bien sûr. De quelle époque? D'après les sondages, 11,5 pour une Française moyenne. Mais enfin, c'est 19 la moyenne pour une femme après 68. Voilà, alors de loin moins qu'une Française moyenne, vous comprenez? Et ça, c'est une particularité, et ça, il faut reconnaître. Il faut dire que Catherine, il a eu un besoin d'aimer. Et il faut, dans sa vie, il a eu l'homme de sa vie, bien sûr, Potiomkin, mais il faut dire que rien ne prédestinait cette petite princesse allemande à ce genre de carrière, je dirais, éblouissante. Elle a été choisie, disons-le, pour épouser un prince qui était difficile. C'est Élisabeth, encore une fois, on raconte quand même le siècle des tsarines. Il n'y avait que les tsarines. Il y a eu Catherine Ier, il y a eu Anna, Élisabeth. Alors, parmi tous les tsars et les tsarines, il ne faut pas oublier que quand même, c'est le meilleur moment pour moi, une sorte de délice. Élisabeth choisit Catherine en souvenir il avait autrefois une sorte de fiancé qui a disparu, qui provient de la même famille de Catherine, une petite princesse allemande qui débarque en Russie. Selbst-Anhalt, donc une famille très noble. Holstein aussi, oui. Ça c'était de l'autre côté de sa mère, il y avait un mélange. Et justement, ce prince raté, le mariage raté de Catherine, d'Élisabeth, c'était lié avec ça. Elle débarque en Russie, c'est un pays complètement improbable. Il ne faut pas oublier, non seulement on vient de vivre le froid, les Russes supportent le froid d'une manière exquise, 40 degrés, mais elle débarque en Russie à 40 degrés de froid, elle est complètement... Elle se convertit, elle apprend le russe, et c'est surtout, il y avait des instructions... Elle devient Catherine, parce que c'est pas son vrai prénom. Il y avait des instructions de Pierre le Grand, qui disait, il y a toujours eu cette fascination des Russes pour la culture allemande, que les Allemandes étaient forcément mieux élevées, plus sages, plus solides,
Et donc, c'était tout à fait délibéré de choisir une Allemande. Dans le testament de Pierre le Il Grand, semblerait, oui. disait dans ce Oui. fameux testament spirituel dont se sont inspirés tous les tsars jusqu'à Nicolas II, qu'il fallait absolument choisir pour les tsars des épouses en Allemagne. C'est ce qu'avait fait Élisabeth. Elle ne pouvait pas deviner que cette épouse d'un tsar tellement difficile, douée. celui qui va devenir Oui. le tsar Pierre III, allait tout simplement le supplanter et prendre le pouvoir, devenir elle-même la tsarine. Franck Ferrand sur Europe 1. La valse sentimentale sur Europe 1 de Tchaïkovski. Oui, Franck. on n'est pas du tout dans l'époque de Catherine, mais on a trouvé avec Guillaume que c'était tellement beau, toutes ces musiques Guillaume le romantiques, réalisateur, oui. toutes ces musiques romantiques russes, que ça nous faisait plaisir. Alors, c'est une émission de plaisir aujourd'hui, vous avez bien Exactement, on a compris. bien Un peu compris. une émission de copains, disons-le, mais dans ce que ça a de mieux, je l'espère. Et féminine, Alors, si vous et permettez. féminine, de copines aussi. Alors évidemment, cette jeune princesse allemande devient l'impératrice de Russie. On l'a un peu aidée quand même. C'est-à-dire qu'elle avait le caractère pour le faire, elle avait l'ambition, elle avait la déception, tout était là, tout était présent, mais il a fallu quand même qu'on l'aide. Il y Vladimir. avait l'aide, mais en attendant, c'est un exemple de l'intégration totale. C'est une Européenne avant l'heure. Elle s'intègre en Russie, elle prend la religion, bien sûr, orthodoxe, elle apprend le russe. Et puis, elle devient russe plus que russe. Mais pour devenir, vous connaissez, la meilleure manière de s'intégrer, c'est quand même l'histoire d'amour. Et il a eu une histoire d'amour avec un très beau officier de la garde impériale, russe plus que le russe. Son amant précédent, il était un aristocrate polonais, Poniatowski, trop précieux pour elle. Alors, cette fois-ci, russe. Un vrai russe, un Grégor vrai Orlov. russe. Et une grande qualité. Et son frère, il paraît, les deux. Absolument, Macha. Absolument. Le frère, une bande d'Arlov. Au fait, c'est dans la réalité la garde impériale. Ils étaient plus beaux l'un que l'autre, hein. Alors, dis Complètement donc. national. Non, le plus beau, c'était quand même Grigory, son amant. Parce que Alexis, il était un peu défiguré. Il avait une sorte de l'air de pirate, mais la force de caractère formidable. Ils organisent un coup d'État, un véritable coup d'État. Avec ce qui est la garde prétorienne des tsars depuis Pierre le Grand, c'est-à-dire le fameux régiment Préobrazhensky. Hein, Préobrazhensky, exactement. Les chevaliers Préobrazhensky, gardes, nous entrons dans les choses pointues. Et peu de gens savent que Catherine a pris toutes les précautions. Et encore une fois, la France a joué un rôle exceptionnel. On distribue les meilleurs crus de Bordeaux avant le coup d'État. Ah, je crois que c'était de Talamétage. Il buvait du Côte-du-Rhône plutôt, non à la Non, cour. l'ambassadeur français, la Chattardy, il a fait entrer déjà les grands crus de Bordeaux. Ils organisent, seul le XVIIIe siècle, ils gardent le secret. Vous comprenez? Toutes ces distributions, une nuit enflammée avec Orlov, l'autre Orlov amène Catherine là-bas, et finalement, elle réussit un coup d'État. Il y a une histoire charmante et un grand roman de noir de Catherine ce jour-là. Parce que quand elle passe à travers les ovations de la garde impériale, elle s'arrête. Elle fait quelques pas et elle puis se retourne. Qui est-ce? C'est un lieutenant Potiomkin. Il dit, il est trop beau pour être lieutenant, qu'on le nomme capitaine. Et il oublie. Et après, elle a pris le pouvoir, mais elle ne voulait pas tuer son mari. Non, mais moi, je pense justement, aussi. son frère, Mais il n'y avait pas le choix. Il était épouvantable, ce Pierre III. Il était malade, mental. Et il l'a persécuté. En plus, il n'était pas... je crois qu'ils n'ont jamais consommé. Et n'est-ce pas? Donc, elle était vraiment en manque de tout. Et de partenaires, et de tsar. Et elle n'avait pas eu le choix. Je crois qu'elle a été poussée. Le destin l'a poussée à ce rôle Néanmoins, d'impératrice. ça reste quand même une tâche sur le règne de Catherine, parce que, qu'on le veuille ou non, et quel qu'ait pu être... Il y a eu des précédents toutes- hein, dans la dynastie. Ah oui, ça, en Russie, c'est assez Il faut lire le coutumier. livre de Vladimir pour voir comment est-ce que ça marche en Russie. Hein. Certes, mais enfin néanmoins pour elle, qui d'ailleurs n'était pas russe, hein, ne l'oublions pas, c'est quand même un peu extraordinaire. Elle monte sur le trône parce que son mari a été tué. Alors est-ce qu'elle en a donné l'ordre ou est-ce qu'on Elle a laissé on a faire, un peu quoi. outrepassé Oui, oui, les ordres? Non, nous avons, vous savez, je vais vous dire, pour le roman de Tsar, j'ai reconstitué, vraiment dans les archives, tout est gardé. Les Russes, ils gardent au secret, mais finalement, on peut trouver les choses. J'ai retrouvé la lettre
annonçant la mort de Tsar. Finalement, c'est Alexis Orlov, le frère de son amant, qui l'a mis devant le fait accompli, en quelque sorte piégé. Et elle était malheureuse, elle a pleuré toute la journée, il faut dire, parce qu'elle avait devant le choix une sorte de choix très facile. Punir Orlov. Dire, voilà, c'est lui qui est responsable de ça. Mais c'est une grande femme, et elle a assumé. Et toute sa vie, elle a porté le fardeau d'une femme qui a tué son mari. Et ça, c'est le roman noir de la Catherine. C'est la loi de l'État, c'est une grande gouvernante. Elle a compris que son rôle était plus important que ses propres sentiments. Et c'est en cela qu'elle était une femme des Lumières. C'est qu'elle était capable de diviser, de partager sa vie personnelle de sa vie régnante. Et utiliser les hommes aussi. Utiliser les hommes à sa juste valeur. Mais c'est vrai, vraiment, Macha dit quelque chose de tout à fait pertinent. Je voudrais bien qu'on retienne ça. Parce que Catherine, elle ne prenait jamais les décisions sous le coup de colère. Voilà. Par exemple, elle a dit, aujourd'hui, je suis trop malheureuse. Je ne prends pas aujourd'hui, je ne prends pas. C'est formidable. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. Vous imaginez les hommes d'État ou les femmes d'aujourd'hui? On peut dire que, peut-être pas sur celui du crime originel, mais sur bien d'autres aspects, elle pourrait servir de modèle à pas mal d'hommes d'État. Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1 sur des citations de l'impératrice Catherine. Et oui, parce que comme elle écrivait en permanence, on a énormément de choses de sa main et c'est comme si, vous savez, c'est tout le problème de ces personnalités de l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'interview à l'époque, donc il est très rare qu'on les entende parler. Eh bien Catherine, à défaut de l'entendre parler, on peut la lire et elle est très présente encore derrière tout ça. Je vais y venir dans un instant. Catherine était active, travailleuse acharnée, mais manquait de persévérance, délaissant un projet aussi vite qu'elle s'en était passionnée. Elle se présentait d'ailleurs elle-même comme un parfait composé de bâtons rompus, nous dit Vladimir Fedorovski dans ce roman des Tsars. Elle était radieuse, optimiste, affable, cependant, elle ne réussit jamais à établir des relations normales avec son fils Paul, héritier du trône. Son sentiment maternel était étouffé par une certaine idée du devoir d'État. Ça, c'est vraiment une notion qui constamment primera chez elle. Il ne faut pas oublier qu'elle était grande lectrice de Machiavel, notamment. Elle lui préféra d'ailleurs toujours son petit-fils, le futur Alexandre Ier. Nous en avons parlé l'autre jour à propos de ce mystère tout à fait extraordinaire. Elle était déçue par son fils et elle a quand même eu l'intuition du suivant. D'ailleurs, nous avons reçu un message Facebook juste avant l'émission qui dit « Enfin une émission un peu hors de France ». On a parlé d'Alexandre Ier la semaine dernière. Lundi, on était aux États-Unis. Hier, on parlait des comètes. Enfin, moi, je trouve que nous voyageons pas mal. Il y a environ 35, presque 40 ans maintenant, le cher Alain Decaux avait décrit en quelques mots ce qu'était le quotidien de Catherine. Elle se réveillait à 6 heures, écrit-il. Elle s'occupe d'abord de ces 5 levrettes qui sautent autour d'elle pour recevoir ses caresses. Avec le secours d'une femme de chambre, elle se rince la bouche avec de l'eau tiède, se frotte le visage avec de la glace. Comme hygiène, ce n'est guère, mais tout au long de son règne, Louis XIV n'a rien fait de plus, dit Alain Decaux. À 6h10, elle boit son café si fort qu'il faut un cœur particulièrement solide pour le supporter. De 6h15 à 9h, elle lit des rapports, rédige ses ordres, adresse un billet d'amour au favori en titre. Pendant tout ce temps, elle prise du tabac. De 9h à 1h, ce sont les réceptions. À 1h, dans son cabinet particulier, elle s'habille. Cette toilette s'achève en public, devant sa famille et ses intimes. Jamais de fard ni de poudre, pas de coiffure en forme de monument, comme les dames françaises, pas de dentelle ni de fanfreluche, une simplicité en forme d'obligation. Jolie expression. Elle passe à table. Ce qu'elle préfère, le bœuf bouilli et les fameux concombres russes salés. Elle ne boit que de l'eau. Comme dessert, des fruits frais. À 2h, broderie, promenade, puis de nouveau le travail jusqu'à 6h. Alors, elle reçoit des familiers, elle joue au whist ou au piquet. À 8h, spectacle, bal ou soirée intime sans protocole. De ces soirées, l'ambassadeur d'Angleterre, Sir Robert Gunning, écrit « Il règne ici une ambiance d'harmonie et de bonne humeur telle qu'on se croirait dans un paradis de paix. L'impératrice se retire à 10h sans souper. À minuit, tous ses appartements doivent être plongés dans la nuit. À ce moment-là, elle dort. Enfin, elle dort. » Un extrait du chant du Ménestrel sur Europe 1, composé par Glazunov, Franck.
Il n'y a pas une seule nation qui égale la Russie en courage, dit Catherine, en force, en sagesse, et qui possède une administration aussi saine. L'empire de Russie ne peut être détruit, car nous aimons et nous cherchons et nous trouvons et nous établissons l'ordre. Il s'enracine et je défie de le détruire, et il faut avouer qu'il est bien assis, cet empire. Il y a chez elle une connaissance et une conscience russe que bien des Russes auraient pu lui envier à l'époque. L'empire russe est si grand que toute forme de gouvernement autre qu'un empire absolu serait préjudiciable, dit-elle, car toute autre forme est plus lente dans son exécution et renferme des passions qui éparpilleraient les forces. Vous voyez quand même qu'il faut toujours relativiser un peu l'appartenance de Catherine au fameux courant philosophique. Comment fait-on pour se reposer quand on règne sur la Russie, écrit-elle un soir où sans doute elle doit être bien lasse. Je suis si accoutumée à être tourmentée dans toutes les directions qu'il y a longtemps que je ne m'aperçois plus que je le suis. À ma place, on vous fait lire quand vous voudriez écrire et parler quand vous désireriez lire. Il faut rire quand on voudrait pleurer. 20 choses empêchent 20 autres et vous n'avez jamais le temps de penser un moment et malgré cela, vous devez agir à tout instant sans sentir la lassitude jamais, ni de corps ni d'esprit. Malade ou en santé, cela est indifférent. Toutes choses à la fois demandent que vous y soyez à la minute. Il y a chez Catherine, chez cette femme, ne l'oublions pas, la trempe d'un homme d'État, si je puis dire. Elle a réorganisé l'Empire de fond en comble. Pour l'utilité de mon empire, écrivait-elle, j'ai pillé le président de Montesquieu sans le nommer. J'espère que si de l'autre monde il me voit travailler, il me pardonnera ce plagiat pour le bien de 20 millions d'hommes qui doit en résulter. Cet humour, en même temps, assez extraordinaire. Elle ajoutait: on a beau me dire, et ça c'est pas très conforme à la pensée de Montesquieu, on a beau me dire que tous les hommes sont égaux, l'expérience me prouve tous les jours qu'ils ne le sont pas, et qu'il y en a de forts comme il y en a de faibles. Aussi n'en croirais-je jamais que ce que je vois. La nature, ajoutait-elle, a donné à l'homme d'esprit la prééminence sur le sot. Si on a besoin de l'honneur et de la valeur, il ne faut pas proscrire l'émulation ni lui donner pour entrave son insupportable ennemi, l'égalité. Vous voyez quand même, comme tout ça est toujours un peu en demi-teinte, c'est nuancé. Et d'ailleurs, elle s'applique ces principes-là à elle-même. Je me suis toujours senti beaucoup de penchant à me laisser mener par les gens qui en savent plus que moi, écrivait-elle. Si l'on croit que le mérite de quelqu'un me fait peur, alors on a grand tort. Au contraire, je voudrais n'avoir que des héros autour de moi et j'ai fait tout au monde pour rendre tels tous ceux à qui j'ai entrevu la moindre vocation. Donc vous voyez qu'il y a ce respect finalement pour les gens entre guillemets savants. Dans tous les cas, ajoute-t-elle, j'ai préféré l'humanité et l'indulgence pour la nature humaine à une sévérité qui m'a souvent paru mal entendue. À ceci, j'ai été amené par mon propre cœur et je crois doux et bon. Quand les vieillards m'ont reproché ma sévérité, je leur ai avoué en fondant en larmes ma faiblesse et j'en ai vu qui se rangeait à mon avis la larme à l'œil. Il y a là quelque chose de très féminin, évidemment. C'est un grand écrivain. Eh oui. Ah, si le ciel, au lieu de jupe, m'avait donné une bonne culotte de peau, je me ferais fort de répondre de tout, écrivait-elle. C'est avec les yeux, c'est avec les bras qu'on gouverne et une femme, hélas, n'a que des oreilles. Les flatteurs répètent tous les jours aux princes que leur peuple a été créé pour eux. Nous nous faisons gloire de dire que nous avons été créés pour notre peuple. Nous, c'est elle, c'est un nous de majesté pour une fois. Elle a été, c'est un peu la phrase de Kennedy, elle a été créée pour son peuple, elle. Je n'ai d'autre but, concluait-elle, que le bonheur et la gloire de la patrie, pas d'autre désir que le désir de mes propres sujets, à quelque classe qu'ils appartiennent. Elle avait des principes, vous savez, Catherine. Je me suis fait des principes, écrivait-elle, un plan de gouvernement et de conduite dont je ne m'écarte jamais. Ma volonté, une fois émise, ne varie pas. Ici, tout est constant. Chaque jour ressemble à ceux qui l'ont précédé. Comme on sait sur quoi compter, personne ne s'inquiète. Dès que j'ai donné une place à quelqu'un, il est sûr, à moins de commettre un crime, de la conserver. Il y a beaucoup de sagesse, de mesure dans tout ça. Personnage très en avance sur son temps. Je vous ai dit qu'elle avait quelque chose de républicain. Voilà la citation qu'on peut en donner. J'ai fait de la philosophie parce que mon âme a toujours été sincèrement républicaine. Je conviens que c'est peut-être républicaine au sens philosophique du terme, pas au sens vraiment politique. Je conviens que c'est peut-être un singulier contraste que cette trempe d'âme avec le pouvoir illimité de ma place, mais aussi personne ne dira en Russie que j'en ai abusé. Je n'ai jamais été le tyran de personne, je vais toute contrainte.
Merci à Catherine d'avoir tant écrit et de nous avoir donc permis, plus de 2 siècles après, de savoir comment elle était et ce qu'elle pensait au fond. Elle écrivait toujours « On ne saurait vivre toute une journée sans noircir du papier », écrivait-elle. « Mes valets de chambre me donnent 2 plumes neuves par jour que je me crois en droit d'utiliser. Quand elles sont gâtées, je ne m'enhardis guère à en demander d'autres, mais je les tourne et retourne comme je puis. Je n'ai encore jamais vu de plume neuve sans lui sourire et sans avoir senti une vive tentation de m'en servir. » L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec Franck et ses invités qui nous emmènent cet après-midi en Russie pour parler d'une grande souveraine, peut-être la plus grande qui ait jamais régné, Franck. Oui, en tout cas, c'est ce que je disais pour commencer cette émission, peut-être dans l'enthousiasme du moment, mais je crois qu'il y a vraiment, et on vient de s'en rendre compte en lisant, c'est un certain nombre des extraits de lettres de cette incroyable impératrice, il y avait en elle l'étoffe d'une véritable femme de lettres et d'une intellectuelle, si on ose employer l'anachronisme Macha Merrill. Là où elle a été extraordinairement moderne, c'est à part la place qu'elle a donnée aux arts. Elle était une grande collectionneuse, elle adorait le théâtre, elle a invité le théâtre français. Mais à part ça, elle a donné la place la principale à l'éducation. Elle a réformé toutes les grandes écoles. Alors évidemment, les écoles étaient réservées aux élites, aux aristocrates, parce que c'était encore ça. Mais toutes les grandes écoles, y compris les écoles militaires, elle les a complètement réformées, mises au goût du jour. Et écoutez, on a l'impression qu'on entend aujourd'hui les chefs d'État d'aujourd'hui. On sait très bien que la priorité absolue, c'est l'éducation et la formation. Et c'est en ce sens qu'elle était démocratique, si on peut dire. Mais après, quand même, à la mort de Louis XVI, elle a été très affectée par la mort de Louis XVI. Et elle n'a pas appliqué toutes ces règles républicaines. On peut dire qu'elle avait le cœur républicain, mais son règne a été assez autocratique. Elle a été très affectée par le mouvement révolutionnaire. Dès le milieu des années 1780, elle commence à serrer la vis en quelque sorte. Elle se rend compte, après avoir été tellement proche de ces philosophes français, elle se rend compte que c'est peut-être son propre pouvoir qui pourrait être en danger. Et là, d'un seul coup, elle devient dure. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle n'a pas aboli le servage. Enfin, pour ce qui est... C'est un grand problème, ce qu'elle n'a pas aboli le servage. Mais cela dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même cette dimension personnelle exceptionnelle. Et vous avez raison de citer toutes ces lettres. Les lettres, c'est toute une histoire. On peut dire que c'est une sorte de roman des lettres dans la réalité. Au début, il y avait juste une partie qui a été publiée. Après, les lettres ont été volées et après vendues en France dans les années 30, mais pas l'ensemble. Et puis, j'ai eu une énorme chance. Vous vous souvenez, ma période de la perestroïka, j'ai eu un ami, numéro 2 de Gorbatchev, qui déclassifiait les archives. Et une fois, j'ai eu du Jlamar, de la politique, tout ça, etc. Il a dit, je vais te donner un cadeau. Et il a commencé, il m'a donné des choses vraiment secrètes. Et après, il a dit, tu sais, les lettres les plus érotiques, les plus osées. Nous avons là, et j'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi les lettres érotiques vous avez gardé comme les secrets? Ils étaient assez puritains, les communistes. Ils sont puritains, très bizarre. Oui. Et là, vous avez, ça peut-être c'est l'intérêt de la femme intime. C'est surtout les lettres finalement, les lettres les plus intéressantes, les plus érotiques, quand il parle comment faire l'amour, c'est à l'homme de sa vie, Potiomkin. Et je vais vous réconforter toutes et tous, surtout toutes. J'ai retrouvé une lettre, elle écrit « Les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans ». Et elle a rencontré, bien ce que je défends, moi, depuis longtemps. rencontré l'homme de sa vie à 44 ans. Vous vous souvenez, Potiomkin qui a passé à travers celui qui est lieutenant, trop beau pour être lieutenant, elle est devenue capitaine, elle oublie. Et elle l'a même épousé secrètement, elle a même eu un enfant de lui. Plus tard. Moi, je me dis toujours comment faisait une impératrice pour cacher sa grossesse. Une actrice aujourd'hui, on voit, elle disparaît de la circulation. Elle avait un certain tour de taille, Catherine, quand même. Oui, et puis les vêtements peut-être étaient assez amples. Macha qui portera Catherine au pinacle, parce que franchement, sans penser, j'ai toujours pensé que Macha sera la meilleure maîtresse. Mais je vais vous citer encore une lettre qui m'a paru vraiment exquise. Elle a décidé elle écrit en français. Et à ce moment-là, j'ai décidé de payer la monnaie de sa pièce. Son amant volage, qui était à l'époque Orlov, et elle a placé l'amant de volage, vous vous souvenez, l'escalier de blanc, marbre blanc de l'Ermitage. Palais d'hiver. En haut, l'autre était placé, et il a convoqué son général, entre-temps capitaine est devenu général Potiomkin. Il vient enflammé, il ne sait pas pourquoi il est venu. Il vient voir, il dit, mon comte Orlov,
quoi de neuf au palais? Et à ce moment, le comte, il a tout compris. Il a dit, Il était rien, remplacé. rien. Il fait quelques pas, il a dit, je descends, vous montez. Ah, c'est Et super. ils montent, et avec Potiomkin, ils vont créer l'Ermitage, ils vont créer les collections Ah, la naissance du extraordinaires. spectacle, hein. Ça, Elle lui écrit, c'est vous qui citez ça, Vladimir. Comme tu seras heureux de le voir, elle écrit à Potemkin, il ne s'agit pas de 15, en parlant de ses amants, mais seulement d'un tiers de ce chiffre. La première aventure, Saltykov, a eu lieu involontairement, et la quatrième, Vassilichkov, par désespoir, ce qui ne peut certes pas être considéré comme l'indulgence des 3 autres. Dieu est mon témoin, ils ne sont pas dus à la débauche, pour laquelle je n'ai pas d'inclination, dit-elle. Et si dans ma jeunesse j'avais eu un mari aimable, alors je lui serais toujours resté fidèle. Et elle ajoute, le problème c'est seulement que mon cœur ne peut pas se contenter d'un combat sans amour. Un combat sans amour. C'est magnifique. Pour corriger quand même, après Potiomkin, Alors il y après, avait oui. quelques-uns quand Parce même. que ce qui s'est passé, Macha, c'est que Potemkin est devenu, un peu comme Madame de Pompadour avait fourni à Louis XV un certain nombre de jeunesses. Il était le gestionnaire de la même vie façon, sexuelle Potemkin de ça. il va fournir à Catherine un certain nombre de jeunes Il faut amants. dire qu'à un moment, il s'est un peu fatigué, lui. Il était d'ailleurs un peu fatigué, hein. Il ne l'honorait plus. Et donc, ils ont ensemble, un peu comme dans les liaisons dangereuses, C'est ça. ils ont inventé un système. Ils choisissaient des jeunes, en général parmi les militaires, les chevaliers gardes, qui est un corps spécial du Un corps tsar et d'élite, oui. et qui sont des corps d'élite. En général, ils sont de bonne famille, ils sont beaux et un petit peu ambitieux, mais pas trop quand même. Donc, il les faisait tester par la comtesse, tu veux savoir ça, Oui. va dire. Voilà, enfin bref, en tout cas, qu'ils soient vigoureux sur le plan sexuel. Et Catherine n'est jamais tombée amoureuse de ses favoris, sauf un. Il y en a un qui a manifesté vraiment de l'amour pour elle, qui était épris. Il s'appelait Les autres, Lanskoï. qui s'appelait Lanskoï, Alexandre Lanskoï. Et Franchement, moi, je suis souvent d'accord avec toi, mais pour te dire, il y a juste un point, disons, des nuances. Tout d'abord, Potiomkin, c'est vrai qu'il y a pendant 3 ans, une passion absolue. Peut-être c'est une telle passion qu'après il a commencé à regarder ailleurs. Et aussi la passion du pouvoir, parce qu'elle l'a finalement, monté dans quand la même, hein. dernière lettre, Catherine, elle a dit « Mon lion superbe et généreux, jamais fatigué ». Quand même, c'est une nuance. Et après, je pense que quand même, il y avait des grandes histoires d'amour. Il ne faut pas qu'on pense qu'il était vraiment, qu'il a consommé, croqué les hommes. Il y avait une histoire, mais Elle s'en défendait. Macha a raison Oui. de dire que c'est une histoire sublime avec Lanskoï. Parce que Lanskoï ne cherchait pas le Absolument pouvoir. pas. Elle lui a C'était- offert un tas d'honneurs, il les a refusés. Absolument. C'était assez touchant, ça, justement. Absolument. Et ce Lanskoï, il va finir par mourir d'un excès de consommation d'aphrodisiaques, au passage. Oui. Il était pourtant jeune, mais il fallait sans doute satisfaire Et on soupçonne l'impératrice. Potiomkin d'avoir un petit peu forcé la dose. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Fin d'un extrait de la symphonie pathétique de Tchaïkovski, Franck. Nous n'avons peut-être pas suffisamment souligné un aspect de cette femme si cultivée, tellement amoureuse des arts, des lettres, de l'architecture, c'est qu'elle s'exprimait essentiellement en français, que l'essentiel, pas toutes, mais une partie en tout cas de ces lettres sont écrites en français, qu'elle s'adresse à des interlocuteurs français ou à des interlocuteurs russes d'ailleurs, Vladimir Fedorovski. Il y a une sorte de fascination pour cette Allemande devenue russe pour la France. Bien sûr, c'est l'amour absolu et je dirais une francophilie absolue. C'est intéressant quand même, les affaires d'État, parfois elles traitaient en russe. Mais tout ce que je vous ai dit dans les lettres les plus exquises, c'est écrit carrément en français. Et c'est une tradition. Je dois vous dire que moi, je reconstituais comment il a éduqué pour notre tsar, finalement son petit-fils préféré. Il y a un chapitre dans le roman de tsar qui s'appelle L'art d'être grand-mère. Il était un grand-mère très particulier et j'étais même étonné quand j'ai découvert, quand il a fait lire les premiers mots en français dans la Déclaration des droits de l'homme. Vous comprenez? Comme lecture pour enfants, c'est pas quand même, mal. et c'est pas par hasard. Le tsar est très ambigu. Vous connaissez son histoire. Peut-être elle est devenue ermite. Le premier, c'est toute une histoire, c'est en soi. Mais ce côté républicain dans l'âme,
il l'a gardé pour son petit-fils qu'il a préféré à son fils, qui d'ailleurs terminera tragique. Toute l'Europe parlait le français, c'était la langue aristocratique et c'était la langue de diplomatie. Dans nos familles, on parlait le français. Oui, mais alors, notamment ensuite au 19e et même au début du 20e siècle, ça de façon très évidente. Au 18e siècle, au moment où elle le fait, il y a quand même un choix de sa part et elle choisit bien une langue qui est la langue des Lumières. Depuis Marc Aurèle sur le trône impérial romain, on n'avait jamais vu un philosophe exercer le pouvoir. Moi, je pense que Louis XIV plane encore. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'était l'idée de la puissance. N'oubliez pas que la Russie, à ce moment-là, a été à une espèce d'apogée de sa puissance. Elle a été une grande impératrice militaire. Oui. Elle a signé des paix durables avec les Ottomans, c'était des guerres infinies, interminables. Et c'est le moment où la Russie a été la plus étendue territorialement et philosophiquement aussi. Donc, elle incarnait vraiment le plus grand empire constitué, homogène, évidemment avec la religion qui fédérait tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au-delà de la puissance militaire, territoriale, politique et administrative, il ne faut pas oublier le rôle essentiel de ce point de vue du règne de Catherine, elle incarne aussi une puissance intellectuelle. La Russie devient un pôle d'attraction. C'est la première fois que ça a lieu dans l'histoire, ça, Vladimir. Bien sûr. Enfin, quand je dis la première fois, il faudrait remonter 1000 ans en arrière. Catherine invente quelque chose de particulier. Vous avez bien de souligner que le profil des choses, parce que elle a appelé ces gens, Voltaire, Diderot, mes amants de l'esprit. Mais en réalité, amants de l'esprit, en réalité, c'est les agents d'influence. Et Dieu sait, finalement, je pense qu'il y a une sorte de continuité dans ces tsars-là. Ça donne, finalement, les tsars, ils nous donnent les clés pour comprendre, pour déchiffrer comment ça se passerait après. Vous avez comparé ça avec ce qui se passait avec Staline, cette attirance, tentation russe. Mais pourquoi ne pas parler à propos de Depardieu? Vous comprenez les choses complètement attirance de la Russie. Le modèle russe. Le modèle russe, je dois vous dire, mais quand même, ces astuces, vous pensez que quand Poutine, finalement, je termine les tsars avec Poutine, le roman des tsars avec Poutine, parce que l'histoire nous donne les clés pour le comprendre, mais pourquoi ne pas voir en Catherine ce système d'agents d'influence très sophistiqué de la propagande, dans la réalité, qu'il a lancé, et finalement tout se retrouvait. Ne pensez pas que c'est seulement l'argent. Elle a séduit. Et là, il avait une attirance. Vous avez cité Voltaire, vous avez raison, mais on peut raconter Diderot et tant d'autres choses. Les autres, et Grimm, etc. Alors, ce qui y a de fascinant dans ce roman des tsars, c'est la grande continuité qu'on voit s'opérer. Évidemment, certains tsars, Ivan, Pierre le Grand, plus que tous les autres, et Catherine vont donner des jalons. Le règne de Catherine va finalement se prolonger, après la parenthèse terrible du règne de Paul Ier, va se prolonger dans le règne d'Alexandre Ier. Et l'on peut dire qu'elle a, en quelque sorte, inventé la Russie moderne et vous nous montrez à quel point elle a tourné la Russie vers l'Europe et vers l'Occident. Alors c'est toujours ce jeu de balance. Ce jeu de balance, cette hésitation entre l'Asie et de ça. Mais vous avez raison. Vous avez raison qu'il y a les masques qui changent. Il y a le masque, derrière le masque devant les terribles, nous retrouvons Staline. Les faux tsars, c'est Gorbatchev. Et vous comprenez, même aujourd'hui, Poutine, il instaure à côté de lui le patriarche, exactement comme le premier Romanov, il se prend pour une sorte de réincarnation de Michel. Michel. Détrompez-vous, c'est pas Medvedev. C'est une sorte de réincarnation de ça. Je suis persuadé que d'avant voyager en Russie, il faut avoir les clés pour comprendre les Russes. Et les profils des tsars, c'est les clés. Ce déchirement éternel, l'aigle à deux têtes, n'est-ce pas? Une tête qui tourne vers l'Orient et une tête vers l'Occident. Et c'est donc la racine asiatique et la racine européenne. Et tous les tsars ont souhaité tourner vers l'Europe. Mais je crois, Macha, qu'il faut bien dire à quel point Catherine, et ça Vladimir le montre vraiment très bien, à quel point Catherine, bien qu'allemande, bien que francophile, bien qu'ouverte et tournée à l'Europe, n'en est pas moins très russe finalement. On dit que les nouveaux convertis sont souvent les plus fanatiques. Eh bien, elle a été plus russe que les Russes en quelque sorte, et elle a un grand amour de la patrie, et même de la religion russe, même si elle-même est très libre sur ce chapitre. Mais il y a ce grand attachement, cet amour de la Russie finalement. Absolument, l'intégration totale. Mais très franchement, pour les gens d'aujourd'hui, cette femme féministe avant l'heure, une grande tsarine,
et une grande amoureuse. C'est ça qui nous a séduit. Ah, moi, ce qui me fascine encore, c'est cette idole qui a fait avancer la condition féminine. Parce qu'elle a été regardée par tout le monde. Et que finalement, elle a été un exemple un peu unique. Bien sûr, elle avait une place, un pouvoir inouï. Mais quand même, ça reste, ça, dans la tête des femmes. Et je pense que ce sont des grandes femmes comme ça qui ont fait la femme d'aujourd'hui. Et en prouvant qu'elle était capable, pendant plus de 3 décennies, de tenir entièrement la Russie, de gouverner, de faire croître ce pays. Parce que il y avait les boyards et les Tchétchènes, tout ça était déjà là. Hein. Il y avait déjà des révoltes partout, et les koulaks, et les n'est-ce pas complètement, un pays extrêmement difficile à gouverner. Complètement. Nous attendons que Macha nous joue la grande Catherine. La grande Catherine, comme jamais. Ah, ça, ce serait formidable. Mais ça m'honorerait, je voudrais comme ça, un grand bouquet final de ma carrière d'actrice. Oui, jouer Catherine de Russie, ce serait vraiment formidable. On aimerait bien ça, Macha. Mais enfin, ça va venir, on va y arriver. On va s'en occuper. J'en suis convaincu. Le roman des tsars, à l'occasion de ce 4e centenaire de la dynastie Romanov, le roman des tsars, aux éditions du Rocher, bien entendu, c'est de Vladimir Fedorovski. Merci beaucoup d'être venus tous les deux faire souffler sur ces studios de la rue du Pape. François Ier, de la s'il rue vous plaît. François Ier, faire souffler un peu de ce vent des steppes russes. Nous étions un peu, grâce à vous, aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg.